Pour faire un saut quantique, il y a des préalables. C'est pas, le saut quantique ne vient pas forcément sur un choix du mental, mais il faut se préparer à mettre les chances de son côté, on va dire, même si ce n'est pas le mental qui va en décider, mais sans doute le cœur, l'inspiration du moment et ainsi de suite. Donc il y a dans les prérequis se libérer. Se libérer, ça veut dire renoncer à l'inessentiel. Alors, je rappelle toujours dans ce cas-là que, on l'avait vu quand je parlais de l'oiseau magique, que la particule qui saute, j'ai insisté un petit peu là-dessus tout à l'heure, va laisser de côté ses ondes. Elle va se libérer de ses ondes, car si elle gardait ses ondes au moment où elle saute, elle ne pourrait pas faire le saut. Je rappelle que le saut, c'est à la fois discontinu et aléatoire, alors que l'onde est continue et déterministe. Donc, la particule, pour sauter, est obligée de se libérer des ondes. Eh bien, c'est pareil, si nous voulons faire un saut dans notre vie, nous allons, il faut savoir que tout ce qui est l'inessentiel, nous devons accepter d'en faire le deuil, de nous en libérer. En fait, l'inessentiel, c'est comme, on peut avoir cette image, comme des valises de 250 kilos. Imaginez que vous ayez au bout de chaque bras des valises de 250 kilos à droite et à gauche, alors posées par terre parce que sinon vous n'y arriverez pas, et que vous vous accrochiez à ces valises et que vous vous dites maintenant je vais sauter. C'est juste pas possible. Voilà. Donc, vous devez, même si vous ne faites pas totalement la démarche de vous libérer, vous devez au moins inconsciemment, au moins dans votre chair, on va dire, psychique, accepter cette idée et l'énergie de se libérer de l'inessentiel. Seul, je n'emporterai, vous savez, c'est comme cette question qu'on pose souvent aux gens, si vous deviez partir sur une île déserte, qu'est-ce que vous emmèneriez? Eh bien, la réponse, c'est, vous emmènerez forcément quelque chose, seulement l'essentiel. Voilà. Et donc, vous pouvez vous demander au préalable la question, si je devais aller sur une île déserte, qu'est-ce que j'emmènerais? Et là, ça va vous dire quel est votre essentiel. Tout le reste, on laisse filer. Vous ne pourrez pas évoluer dans votre vie si vous restez accroché à vos valises de 250 kilos, c'est juste pas possible. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est accepter le risque, oser le risque de la transgression, de l'émancipation et du déconditionnement. Si je reste soumis au regard de l'autre, aux interdits des autres, soit mes parents qui m'ont dit ne pas faire ceci, ne pas faire cela, soit mon patron qui m'impose ceci et cela, si je reste soumis à tout ça, je ne peux pas non plus faire un saut quantique. Donc, je dois accepter l'idée que faire un saut quantique, c'est quelque part accepter, comme on dit, accepter de déplaire aux autres. Accepter de déplaire aux autres. Quand je chemine vers moi-même, il se peut que je déplaise aux autres. Ça fait partie de la réalité. Et souvent, si j'ai renoncé à qui je suis, c'était pour plaire aux autres. C'est pas la bonne stratégie. Osez vous affirmer. Osez transgresser. Osez ne pas tenir compte du regard de l'autre. Vous allez vers qui vous êtes. Ça, c'est important. Et d'autre part, un troisième aspect préliminaire, c'est ce que j'appelle le rôle supralicide du saut quantique. Ça veut dire quoi? Alors ça, c'est un petit peu mon jargon. On va dire que c'est le rôle qui coupe quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Le saut quantique coupe les liens d'intrication. C'est-à-dire quand vous avez deux particules intriquées et que soit vous mesurez l'une ou soit elles font un saut quantique pour une autre raison, eh bien le lien d'intrication qui les reliait va disparaître. Il n'a plus de raison d'être, il n'y a plus lieu d'être et il disparaît. Eh bien quand vous faites un saut quantique, vous faites la même chose, vous coupez les liens. Alors ça ne veut pas dire que vous devenez une personne isolée du reste du monde, ça veut dire que vous allez couper les liens de dépendance, de codépendance, les liens toxiques qui vous enferment.
Vous allez prendre un petit sécateur, ça va se faire automatiquement, et ce petit sécateur va couper cette cage, ce grillage dans lequel vous êtes enfermé. Voilà, c'est aussi un aspect du saut quantique, il coupe les liens, on crée d'autres, il coupe les liens et on crée d'autres. Donc vous allez couper des liens toxiques qui ne vous font pas du bien et vous allez vous rendre disponible à d'autres liens qui vous nourrissent et qui vous permettent de nourrir les autres. On est toujours dans une logique de donner et recevoir. Les Anglais disent give and take. Il ne faut jamais s'installer dans une logique de je reçois et je ne donne pas. Et non plus dans la logique inverse, je donne et je reçois. C'est une écologie relationnelle qu'il faut viser, un équilibre entre je donne et je reçois. Le saut quantique, c'est aussi une question d'oser. Oser être qui on est, oser aller vers qui on est, et oser faire d'un obstacle une opportunité. C'est-à-dire, la vie nous envoie des obstacles, des choses, et de deux choses l'une. Soit l'obstacle est plus grand que nous, et dans ce cas-là, nous sommes ratatinés, nous sommes écrasés par l'obstacle, ou soit c'est nous qui sommes plus grands que l'obstacle. Et dans ce cas-là, l'obstacle est une invitation, c'est comme une marche à gravir, est une invitation à grandir. Donc, quand nous avons un obstacle, nous devons nous poser la question, l'obstacle est-il plus grand que moi, est-il insurmontable, ou vais-je être capable de transcender cet obstacle et d'en faire une opportunité pour grandir, comme si c'était, au lieu d'être un mur infranchissable, c'était une marche vers moi-même qui m'était offerte par la réalité. Je rappelle aussi, d'ailleurs, mine de rien, que dans le saut quantique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la possibilité pour la particule de faire, quand il y a un obstacle infranchissable, il y a la possibilité pour la particule quantique de faire un effet tunnel, c'est-à-dire de passer au travers. Et ça, c'est une autre façon de surmonter l'obstacle, une façon totalement quantique. Donc vous pouvez aussi vous dire, face à un obstacle qui vous paralyse, qui vous semble insurmontable, vous pouvez vous dire et demander presque à l'univers, c'est-à-dire là il ne s'agit pas de réfléchir de façon rationnelle, mais de se rendre disponible aux forces, à nos forces personnelles, à la bienveillance de l'univers, si on peut dire les choses comme ça. Et même quand l'obstacle donc nous paraît désespérément insurmontable, on peut toujours se dire quel saut quantique pourrais-je faire? Voilà, sans réfléchir, mais s'ouvrir à cette possibilité. Il ne s'agit pas de réfléchir, il s'agit de s'ouvrir à cette possibilité. Et parfois, par exemple, les personnes qui font des rémissions, ce qu'on appelle des rémissions spontanées en médecine, c'est-à-dire qui sont dans un état terminal, qui en ont en principe plus que pour 3 heures à vivre, et puis 10 ans après, elles sont toujours là, il s'agit bien de l'équivalent, quelque part, de l'effet tunnel. La personne est passée au travers de l'épreuve de la maladie et a réussi à revenir transformée par cette épreuve. Voilà. Donc, n'oublions pas qu'une particule quantique, quand elle fait un saut quantique, eh bien, une partie de ces sauts quantiques, ce sont des effets tunnels. Je passe au travers de l'obstacle comme s'il n'existait pas. Ceci est aussi une possibilité qui existe pour nous. Voilà. Alors, sinon, eh bien, les obstacles qu'on transforme en opportunités, il y a deux idées qui me viennent à l'esprit, 2 petits exemples. Il y a un petit proverbe anglais qui dit qu'un chat coincé ou acculé dans un angle devient un tigre, c'est-à-dire quand la vie, tout vous tombe dessus. En fait, il y a 2 types de sauts quantiques, si je puis dire. Il y a la fuite en arrière et la fuite en avant. La fuite en arrière, je ne suis pas sûr que ce soit le bon saut quantique, mais on a toujours un choix, comme il est dit. Et souvent, la bonne réaction, c'est de faire la fuite en avant. Et donc, ce chat qui est acculé dans un angle, et c'est soit il devient un tigre, soit il y passe, eh bien, en général, il choisit de devenir un tigre. Et donc, parfois, dans la vie,
ce qui nous est demandé, c'est de solliciter toutes nos réserves de survie interne, toutes nos forces intérieures pour passer le cap et comment dire, vaincre l'obstacle. C'est d'ailleurs les stratégies on dit par rapport à une situation de stress, soit je prends la fuite, soit fight or flight, soit je fuis, soit je me bats. Voilà. Alors, l'autre exemple auquel je pensais, et qu'on a l'habitude d'ailleurs de donner, c'est ce fameux idéogramme chinois pour dire le mot, pour le concept de crise. En chinois, l'idéogramme pour la notion de crise est la juxtaposition de deux idéogrammes, l'un qui signifie danger et l'autre qui signifie opportunité. Eh bien, c'est ça la logique un petit peu de la plupart des sauts quantiques. Confronté à un danger, je vais solliciter mes ressources et en faire une opportunité de grandir. C'est-à-dire, je grandis à deux niveaux. Pour être capable de vaincre l'obstacle, il a fallu que je grandisse, que je trouve ces ressources en moi. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, je grandis aussi parce que l'obstacle m'a renforcé durablement. Je sors, ayant traversé l'obstacle, je ne suis plus le même qu'avant l'obstacle. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi cette fameuse notion de résilience qui a été popularisée et étudiée par Borul Cyrulnik en France. Alors, le mot résilience au jour d'aujourd'hui, comme on dit aujourd'hui, n'est pas un mot de français, c'est un mot d'anglais. Mais sans doute rejoindra-t-il le dictionnaire français d'ici quelques temps. Donc c'est cette notion de résilience. Des gens qui ont eu des vies pas possibles, impossibles, très difficiles, et qui s'en sont sortis admirablement bien. Quand je pense à choisir, la première chose qui me vient, c'est une phrase, je crois, d'André Gide, qui disait « Choisir, c'est renoncer à tout le reste ». Je crois que j'en ai déjà peut-être parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, vous avez par exemple devant vous deux boîtes ou trois, une verte, une jaune, une bleue. Si vous choisissez, vous allez choisir l'une des trois et renoncer aux autres. Mais je crois que je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne choisissez pas, vous renoncez aux trois. Donc c'est important de choisir en même temps. Alors, donc une certaine lecture, en tout cas la lecture que je fais de la physique quantique, affirme que le choix fait partie de la nature, qu'il y a une capacité de choix omniprésente dans la nature. Vous vous souvenez, c'est la particule quantique, c'est le jaune d'œuf, le jaune de l'œuf poché, qui est ma représentation de la particule quantique. Donc il y a de la capacité de choix rudimentaire, évidemment, quand il s'agit d'un électron, partout dans la nature, et cette capacité de choix va être perçue par le physicien comme un élément, une rupture de déterminisme qu'on appelle l'aléatoire. Je dis donc que l'aléatoire quantique peut être réinterprété, c'est une hypothèse, en tant que capacité de choix. C'est ce que j'appelle l'endocausalité. L'endocausalité, pourquoi je dis ce mot-là? L'endocausalité, eh bien, ça veut dire que une entité endocausale est capable de décider de sa loi de comportement, sa loi causale de comportement. Elle est endogène. C'est pour ça que c'est l'endocausalité, ça veut dire que c'est endogène. Ça émane de l'intérieur. C'est celle de vous et moi qui pouvons décider de tourner la tête. Il n'y a pas un déterminisme extérieur qui nous a été imposé et qui fait que si on avait un super ordinateur, on saurait que à telle heure, eh bien, j'allais tourner la tête comme ceci. En tout cas, moi, je n'y crois pas. Et donc, c'est ça, l'endocausalité, c'est celle du jaune d'œuf, pour reprendre mon image de l'œuf poché. Et par contre, la partie purement matérielle, déterministe, c'est de l'exocausalité. Pourquoi exocausalité? Parce que la partie déterministe, l'onde quantique, subit une loi de causalité qui est extérieure à elle, c'est-à-dire exogène.
exo comme exogène, exocausalité. Donc l'exocausalité, en fait, pour résumer, c'est une loi de causalité subie et qui est en fait déterministe, puisque je la subis, je ne peux pas la changer, donc elle est toujours la même, elle est déterministe. Par contre, l'endocausalité, c'est une loi de causalité qui est choisie au lieu d'être subie, et elle n'apparaît plus, elle n'est pas déterministe, puisque je peux la modifier, elle va apparaître comme aléatoire. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, quand on étudie le monde de l'infiniment petit, la matière, l'intimité de la matière, eh bien on s'aperçoit qu'il y a de l'aléatoire. Et moi, ce que je propose comme nouvelle vision des choses, c'est de dire que cet aléatoire n'est pas l'effet sans cause, n'est pas une boîte vide, mais une boîte pleine. Pleine de quoi? Eh bien pleine d'endocausalité, c'est-à-dire pleine d'un pouvoir décisionnel, pouvoir de choisir. Et ce pouvoir de choisir, nous l'avons. Et c'est pour ça que nous pouvons, nous aussi, faire des sauts quantiques. Nous pouvons décider de changer. Voilà. Donc ça, c'est le premier message. Et d'autre part, c'est aussi une affirmation du libre arbitre, que nous avons du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est une chose de même nature que l'endocausalité, et je rappelle que le libre arbitre est une notion aujourd'hui chez les neuroscientifiques qui est extrêmement mal aimée et contestée. Alors, je ne vais pas faire de débat ici sur le libre arbitre, mais je rappelle que ceux que ça intéresse, je donne un certain nombre d'arguments dans mes ouvrages en faveur du libre arbitre. Je vais juste en mentionner un ici. C'est celui que auquel j'avais déjà fait allusion, du dauphin qui est obligé, pour respirer dans l'eau, de ne pas dormir de ses deux hémisphères cérébraux. Il est obligé de rester partiellement conscient parce que justement sa conscience lui permet d'exercer son libre arbitre et de respirer l'air plutôt que de boire la tasse quand il est dans les flots au milieu des grandes vagues. Voilà. Donc on a un certain nombre de choses, parce que ceux qui nient le libre arbitre vont jusqu'à dire que ce que nous croyons être nos actes que nous avons décidés ont été au préalable décidés par notre cerveau, qui nous fait croire que c'est nous qui sommes l'auteur de nos actes. Alors, pour dire la vérité, il est vrai que dans certains cas, de façon limitée, c'est vrai, et ce sont les expériences célèbres d'un certain Benjamin Libet, qui a montré que quand on bouge dans certains cas simples, le cerveau envoie déjà se prépare à l'action avant même que nous ayons conscience du fait que nous avons décidé d'agir. Alors en fait, les choses ne sont pas aussi simples, mais encore une fois, ce sera un autre débat qui n'a pas sa place ici. Mais il y a tout un débat, mais ce qu'on peut retenir de ce genre de débat, c'est qu'effectivement, le libre arbitre est peut-être moins important que nous croyons spontanément qu'il est. Mais de là en déduire qu'il n'existe pas, il y a un pas qui me paraît totalement faux de franchir, et je dirais même que on a dégagé la notion de ce qu'on appelle l'inconscient cognitif. C'est Lionel Nakache qui a écrit un livre il y a quelques années qui s'intitulait, je crois, Le Nouvel Inconscient de mémoire, et où en fait il montre que notre inconscient est capable de faire beaucoup de choses, mais n'est pas capable de mettre en place, par exemple, une stratégie de choix. C'est-à-dire quand nous, par exemple, nous décidons, on va dire, de changer de travail, il faut donc, il y a un certain nombre d'étapes à faire pour arriver là. Quand nous décidons à partir en voyage, il y a aussi un certain nombre d'étapes. Il faut préparer les bagages, il faut acheter un billet, il faut décider d'une bonne date et ainsi de suite. Eh bien, pour faire toutes ces choses-là, nous avons besoin de notre conscient, donc de notre libre arbitre. Voilà. Donc, en résumé, ce que je veux dire, c'est que nous avons du libre arbitre et qu'il semblerait que la physique quantique nous permettent d'affirmer ça. La deuxième chose, c'est que nos choix
ont plusieurs incidences concrètes et repérables qui ont été étudiées par la science. Ça va dans deux directions. Le premier, c'est celui de la plasticité, ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Des expériences ont prouvé que, par exemple, ceux qui méditent très souvent, très longtemps, par exemple les moines bouddhistes tibétains, à force de méditer, c'est-à-dire de faire ce choix de méditer, de faire cette pratique, eh bien, ça change des choses au niveau de leur cerveau. Leurs fonctionnements cérébraux sont différents. Ce qui veut dire que quelque part, ils se sont changés eux-mêmes de façon consciente, par un choix conscient. D'autre part, le même genre d'études du fonctionnement neuronal entre notamment les hémisphères cérébraux a été fait aussi sur des moniales qui, elles, ne pratiquaient pas la méditation au sens oriental du terme, mais la prière. Je crois que c'est Mario Beauregard notamment qui a fait ces expériences au Canada. Et là, même conclusion, c'est-à-dire une pratique régulière de prière ou de méditation va changer quelque chose dans nos fonctionnements cérébraux, et notamment, si je peux dire ainsi, en musclant notre muscle mental finalement, ou cérébral ou neuronal, des pensées positives. Voilà. Et ça, c'est un effet qui a été repérable et repéré. Alors, autre conséquence de nos choix, c'est l'épigénétique. Alors ça a été, c'est une découverte aussi des dernières années, de même la plasticité neuronale aussi. On s'est aperçu que nos habitudes acquises, notre hygiène de vie, nos pensées, tout ça, avaient une incidence génétique, non pas en modifiant nos gènes, mais en modifiant l'expression de nos gènes. C'est ça l'épigénétique. Et on a fait des études notamment sur des rats, et on s'est aperçu que l'effet épigénétique, donc on modifie, un rat va modifier, soit par décision, soit parce qu'on l'a mis en condition, va modifier des choses dans sa manière de vivre, et on va en suivre la trace sur 4 générations. Voilà, ça va jusqu'à la 4e génération en dessous de lui, donc c'est absolument significatif. On a fait aussi une expérience qui est, je crois que ça a été publié en 2015, c'est une expérience danoise, sur des pères qui étaient en état d'obésité, et on s'est aperçu que leurs enfants avaient une prédisposition à l'obésité qui était due à un marquage épigénétique, et on s'est aussi aperçu que si ces mêmes pères avaient une hygiène nutritionnelle et une hygiène de vie qui fait que leur obésité disparaissait, le marquage épigénétique suivait cette nouvelle règle de vie, c'est-à-dire les enfants qu'ils avaient après post, on va dire, obésité, n'étaient plus marqués, n'avaient plus le marquage épigénétique d'obésité, ce qui veut dire donc que cette trace est réversible. Voilà, donc ça veut dire quand même que nos choix peuvent avoir beaucoup de conséquences. Ils sont importants. D'ailleurs, un psychiatre américain qui s'appelle le docteur Jeffrey Schwartz, Jeffrey, J-E-2-F-R-E-Y, a travaillé sur les TOC. Les TOC, c'est-à-dire les troubles obsessionnels du comportement, et a mis au point une méthode qui fait appel au libre arbitre des gens et à un effort de volonté, et qui donne d'excellents résultats. Alors, je le mentionne parce que sa méthode n'est pas reconnue à la hauteur qui devrait être la sienne, parce que tout simplement, eh bien, il va un petit peu à l'encontre
de l'idéologie dominante actuelle qui est contre le libre arbitre. Voilà, mais tout ça pour dire donc que si vous faites appel aux ressources de votre libre arbitre, vous pouvez faire des petits miracles dans votre vie qui vont aussi affecter les autres. Il y a plusieurs exemples dans les biographies des uns et des autres qui nous donnent des exemples exemplaires, si on peut dire, de saut quantique. Alors, la première personne qui me vient à l'esprit, c'est Ray Charles, donc le grand jazzman américain, aveugle. Chacun a en tête ces images quand il est sur son piano, il se dodeline d'un côté ou de l'autre. Et Ray Charles a eu tout ce qu'il fallait dans son enfance pour être un vaincu de la vie, et ce n'est pas ce qu'il est devenu. Alors, je rappelle quelques éléments de sa biographie. Il est né dans un milieu très pauvre, donc défavorisé. Ensuite, à 4 ans, il est témoin de la mort par noyade, je crois, de son petit frère. Il n'a rien pu faire. Il a gardé ça comme une blessure énorme toute sa vie. À 7 ans, il devient aveugle. Et ensuite, il est transféré d'une institution à l'autre où il est plus ou moins maltraité. Et à un moment, il le dit, il dit clairement, enfin il était clair dans son esprit qu'il avait le choix. Le choix c'était quoi? Soit il était l'éternelle victime des circonstances extérieures et il prenait une canne blanche et il allait dans un coin de rue avec ses billes en faisant l'aumône, pour faire la manche comme on dit, soit il devenait musicien. Et on sait qu'il a opté pour la deuxième chose et qu'il est devenu après, évidemment, le grand jazzman que tout le monde connaît. Voilà, donc c'est un bel exemple, une belle leçon de vie de quelqu'un qui avait toutes les chances de ne pas s'en sortir et qui, par la décision qu'il a prise, et puis le talent, évidemment, le talent qu'il avait, a réussi à mener une vie extraordinaire. C'est le premier exemple. L'autre exemple, alors, donc ça c'est un exemple de faire d'un obstacle une opportunité. C'est-à-dire, on peut toujours se demander s'il n'avait pas eu tous ces bâtons dans les roues, aurait-il sollicité à ce point ses ressources et ses talents intérieurs pour devenir ce qu'il est devenu. Voilà. Parfois, quelqu'un qui a trop de facilité s'endort sur cette facilité et mène juste une vie, une belle vie, mais pas une vie extraordinaire. On peut aussi se demander ça. L'autre exemple que je voulais donner, c'est l'exemple d'un saut quantique qui, cette fois-ci, c'est l'univers finalement qui vous envoie l'épreuve. Et je pense notamment à ce qu'on appelle les NDE, qu'on appelle en français parfois, tout le monde comprend NDE, parfois on appelle ça EMI, expérience de mort imminente, ou EF, il y a un autre vocable, expérience aux frontières de la mort, EFM, et puis encore on trouve d'autres étiquettes, on va les appeler NDE, tout le monde comprend ça. Et il y a donc des gens qui en état soit terminal, soit au cours d'une opération font une NDE, voient, si je puis dire, l'au-delà d'une certaine manière. On a le témoignage notamment de Eben Alexander, qui est un neurochirurgien qui a vécu la chose et donc l'a relaté dans un livre qui est un best-seller qui s'appelle La preuve du paradis. Et tant d'autres qui reviennent de cette expérience absolument extraordinaire, totalement changée. Font totalement la part des choses entre l'essentiel et l'inessentiel. Parfois, quand ils étaient égoïstes, ils deviennent altruistes, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a un changement total, donc un vrai saut quantique, durable, de qui ils sont. Et je voulais notamment mettre l'accent sur une femme qui vit aux États-Unis aujourd'hui, mais qui est d'origine indienne, qui s'appelle Anita Moorjani, et qui a eu une vie qui n'était pas du tout agréable. Je passe dans les détails, elle en parle dans ses livres, qui sont des témoignages de sa vie.
Et en tout cas, elle s'est retrouvée à un certain âge dans un état absolument désespéré, un cancer généralisé, métastasié, un lymphome. Et je dirais que elle en avait pratiquement, elle était devenue une toute petite chose sur une chaise roulante. Elle en avait plus que pour quelques jours à vivre. Et puis là, le corps médical et notamment la chirurgie tente l'opération du désespoir en n'y croyant pas du tout. On lui fait donc une opération et là, elle vit une NDE. Et miracle, 5 jours après, ses ganglions commencent à régresser et aujourd'hui, elle est en parfaite santé et elle est là pour en témoigner. Donc, non seulement elle a vécu une NDE qui l'a transformée de l'intérieur, mais en plus, elle est revenue. Le bonus, c'est qu'en plus, elle a été guérie. Et ce n'est pas le seul cas comme ça. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs cas de gens qui ont vécu des NDE et qui avaient une maladie incurable et mortelle et qui sont revenus guéris. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plusieurs. Et d'autre part, il y a même des cas de personnes qui ont vécu des NDE qui sont venus avec des capacités qu'ils n'avaient pas auparavant. Je crois que récemment, il me semble que j'ai lu dans la presse qu'il y a quelqu'un qui s'est mis à parler espagnol, des trucs qui parfois font un petit peu sourire, alors qu'il ne parlait pas espagnol, il connaissait peut-être 2 ou 3 mots, il est revenu, il parle espagnol. Voilà, c'est le genre de choses, le clin d'œil à croire que l'univers est chargé d'humour et puis il se dit tiens là je vais lui mettre quoi, allez l'espagnol. On ne sait pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas on constate. Et d'autres sont venus avec des capacités qu'on appelle un peu paranormales, des capacités de télépathie, ainsi de suite. Voilà, il y a beaucoup de témoignages dans ce cas-là, qui sont assez bluffants. Donc tout ça pour dire que les sauts quantiques, parfois l'univers vous l'offre sur un plateau d'argent et ça tient vraiment du miracle. Voilà. Et une partie d'ailleurs parfois de ces sauts quantiques sont masqués. Par exemple, vous avez dans le cas de guérisons miraculeuses, et elles existent. Et nous avons, par exemple, vous savez qu'à Lourdes, il y a une commission qui existe depuis, je crois, plus d'un siècle maintenant, qui est chargée d'étudier les cas de guérison miraculeuse. C'est une commission qui est à 50% faite de croyants et à 50% faite d'athées. Il faut des preuves absolument béton. Et jusqu'à ce jour, de mémoire, on comptabilise 66 cas patentés avec un dossier absolument impeccable. Pour 66 qui ont été admis et reconnus en fonction des critères extrêmement exigeants de cette commission, il y en a beaucoup plus, mais qui ne répondent pas à tous ces critères. Donc, ce sont aussi des miracles, mais ils ne sont pas acceptables au vu des exigences du dossier, si on peut dire. Et je crois que c'est Jacques Thuillier, je ne me souviens plus de son prénom, Patrick Thuillier, qui était l'ancien chef de cette commission, qui a écrit un livre qui relate son expérience à la tête de cette commission d'enquête. Voilà.